Une femme mystérieuse émerge des dunes, portant une marque ancestrale qui sauve un village de la ruine. Lorsqu'un étranger découvre son secret, le désert révèle son pouvoir transformateur. Un voyage de rédemption où l'impossible devient espoir. Parmi les sables qui cachent des destins entrelacés, cette histoire touchera votre âme. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez cette légende du désert qui changera votre cœur pour toujours. À l'aube naissante, lorsque le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes qui s'étendaient à perte de vue, la vie dans la colonie de Saint-Antoine était un effort quotidien, une bataille silencieuse contre la vaste étendue aride qui les entourait. Le soleil, implacable, s'élevait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et rouges, qui semblèrent se moquer de la pâleur de la terre desséchée en contrebas. Chaque grain de sable semblait porter le poids d'années d'oubli et de difficultés. Les constructions en bois, érigées avec sueur et entêtement, craquaient sous la pression du temps et des éléments, leurs façades délavées témoignant de la dureté de la vie à la frontière de l'arrière-pays aride. Au cœur réticent de Saint-Antoine, le saloon était un refuge précaire, un endroit où l'amertume de la cachaça, eau de vie brésilienne, tentait, sans succès, de noyer l'amertume de la réalité. Là, sous la faible lumière de lampes à huile, des hommes aux chapeaux poussiéreux et des femmes au visage marqué par la sécheresse échangeaient des regards fatigués et peu de mots. L'odeur de vieux bois, de fumée de tabac et de boissons, bon marché imprégnait l'air, un mélange qui définissait l'atmosphère lourde de l'endroit. La vie était dure, oui, mais il y avait une résilience souterraine dans ces cœurs, une foi têtue qu'ils s'en sortiraient d'une manière ou d'une autre. Loin du brouhaha épuisé du village, dans une cabane isolée aux lisières du désert qui s'étendait comme une mer dorée et implacable, vivait Benoît. Ses yeux, bleus comme le ciel avant une tempête de sable, portaient la profondeur et la douleur de qui avait trop vu et trop peu parlé. Ses mains, épaisses et calleuses, ne se contentaient pas de tenir des rênes ou de manipuler des outils. Elles semblaient sentir la pulsation de la terre sous ses pieds, la lisant comme un parchemin ancestral. Benoît était un pisteur, l'un des derniers d'une génération qui savait déchiffrer les signes que la nature laissait, trouver des pistes là où il ne semblait y en avoir aucune, et, plus crucialement, trouver de l'eau là où la soif était, la seule compagnie. Mais la capacité de Benoît venait avec un lourd fardeau. Des années auparavant, dans une colonie voisine, il échoua. Il échoua à trouver de l'eau à temps, échoua à alerter de la sécheresse qui s'approchait avec la fureur d'une bête silencieuse. La culpabilité le rongeait de l'intérieur, une plaie ouverte qui le poussa à s'isoler, à vivre en marge, hanté par les fantômes de ceux qui n'avaient pu être sauvés. Le désert était son exil auto-imposé, un miroir de sa propre aridité intérieure. Il se sentait comme un cactus solitaire, capable de supporter la sécheresse, mais incapable de fleurir. La routine de Benoît était monotone, marquée par la danse lente du soleil dans le ciel et par le murmure constant du vent. Promenade solitaire, étude des étoiles pour la navigation nocturne, la recherche incessante de tout signe de vie ou d'humidité. Il vivait avec le strict minimum, échangeant peau et quelques trouvailles rares contre des provisions au village, évitant toujours tout contact prolongé. La foi, pour lui, était quelque chose de fragile, qui s'était brisé comme du verre sous le soleil brûlant. L'espoir était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. La lumière de son âme semblait avoir été aspirée par la vaste obscurité de son repentir. Les personnages qui habitaient Saint-Antoine étaient un reflet de cette terre. Il y avait Agnès, la guérisseuse, une femme dont les yeux brillaient, d'une sagesse qui semblait venir de la terre elle-même. Elle connaissait les secrets des plantes du désert, celles qui fleurissaient contre toute attente, offrant guérison et subsistance. Sa principale motivation était de préserver le savoir ancestral que sa grand-mère, également guérisseuse, lui avait transmis. Pour elle, chaque feuille, chaque racine était un morceau de l'histoire de son peuple, et le laisser mourir serait une trahison à la mémoire de ses ancêtres. Sa foi était dans la nature, dans la capacité de la vie à persister même dans les conditions les plus adverses. Sa présence au village était un baume, un rappel que l'espoir pouvait être trouvé dans des endroits inattendus, comme l'eau sous le sable.
Il y avait aussi le shérif Eli, fatigué avec une moustache grisonnante et des yeux qui avaient vu beaucoup de bagarres et peu de solutions faciles. Eli était un homme pragmatique. Il rêvait de paix, mais se contentait de maintenir l'ordre, de garantir que les conflits soient résolus avant qu'ils ne deviennent trop violents. Sa motivation était simple, la survie du village. La sécheresse prolongée l'épuisait. Chaque jour sans pluie était un poids de plus sur ses épaules. Il voyait la foi et l'espoir comme des outils, utiles quand elles motivaient les gens, dangereuses quand elles devenaient des délires qui menaient à des actions irrationnelles. La lumière pour lui était la lumière du soleil, qui éclairait les règles claires et l'ordre. Et il y avait Pierre, le jeune apprenti forgeron, inquiet, rêveur, avec des mains qui ne connaissaient pas encore la vraie dureté du travail dans le désert. Pierre aspirait à la reconnaissance. Il voulait prouver sa valeur dans un endroit où tous semblaient avoir une histoire à raconter, un exploit à être rappelé, sauf lui. Il voyait le désert comme un test, une fournaise qui forgerait son destin. Sa foi était en sa propre capacité à surmonter. Son espoir était en un futur où son nom serait respecté. Il cherchait la lumière qui le sortirait de l'ombre des plus expérimentés. La colonie de Saint-Antoine faisait face à une sécheresse qui allait au-delà du cycle naturel. Des mois s'étaient écoulés sans une goutte de pluie significative. Les ruisseaux qui murmuraient auparavant n'étaient plus que des lits de pierre fissurés. Les puits, autrefois source de vie, étaient dangereusement bas, leurs eaux troubles et rares. Le bétail dans les corrals dépérissait, ses meuglements tristes résonnant sous le ciel vide. Des murmures de renoncement, de tout abandonner et de tenter leur chance ailleurs, commencèrent à circuler dans les coins du saloon et dans les conversations murmurées sur les vérandas des maisons. La peur, comme une poussière fine et irritante, s'installait dans les cœurs. Ce fut dans ce climat de désespoir croissant que la lettre arriva. Un messager, maigre et épuisé, tituba vers l'intérieur du saloon, ses bottes usées et ensanglantées, témoignant d'un voyage long et ardu. Il remit un papier jauni et taché de sable au shérif Eli. La lettre ne contenait que 5 mots, écrits d'une calligraphie tremblante, mais son impact fut immédiat et profond. La marque est de retour. Nous avons besoin de lui. Le shérif Eli lut les mots à voix haute, sa voix rauque brisant le silence tendu. La marque. Ce nom évoquait d'anciennes légendes, des histoires d'un symbole qui apparaissait sur le sable. Un sombre présage avant que les puits ne s'assèchent complètement, avant que la terre ne meure. Peu croyaient vraiment à la légende, la considérant juste comme un conte de vieilles femmes pour effrayer les enfants. Mais maintenant, la lettre affirmait qu'elle était revenue. Et pire, ils avaient besoin de lui. Tous savaient à qui la lettre se référait, le pisteur qui vivait isolé, l'homme que beaucoup blâmaient pour les sécheresses passées, ou du moins pour ne pas avoir empêché le pire. Benoît. La mention du nom de Benoît apporta des regards de ressentiment de certains, de la curiosité d'autres. La tension dans la pièce augmenta perceptiblement. Le shérif, malgré son scepticisme, sentit un frisson dans le dos. Il y avait quelque chose dans l'épuisement du messager, dans le désespoir dans ses yeux, qui rendait la légende terriblement réelle à ce moment-là. Ils avaient besoin de Benoît. L'homme qui avait fui son passé était maintenant le seul espoir. L'ironie était amère comme l'eau saumâtre qui restait dans certains puits. L'espoir, cette étincelle ténue, avait besoin d'être rallumée par la main de l'homme qui l'avait perdu. La lettre fut remise à Benoît dans sa cabane isolée. Le messager, avant de s'évanouir d'épuisement, répéta les mots. Benoît regarda le papier, les lettres tremblaient, sentant le poids des années revenir avec la force d'une tempête de sable. Lui, qui avait tenté de devenir invisible, était maintenant recherché. Ils avaient besoin de lui à cause de la marque. La légende qu'il avait lui-même entendue jeune, qui semblait un conte de fées sinistre, le rappelait maintenant au monde qu'il avait abandonné. Son cœur, qui semblait sec comme la terre environnante, sentit une piqûre, un vestige de quelque chose qu'il avait cru mort, la responsabilité, ou peut-être juste la curiosité sombre de qui se confronte à un fantôme du passé. Il était comme un coyote blessé qui se traîne dans un coin sombre pour lécher ses blessures, mais que la vie implacable force à revenir à la chasse. Réticent,
mais ému par une vieille dette envers le messager, un homme d'une colonie proche qui lui avait autrefois sauvé la vie, Benoît accepta d'enquêter, pas par altruisme, pensa-t-il, mais pour faire taire la voix de la culpabilité qui criait plus fort que le vent. Le premier rebondissement vint rapidement. Il rejoignit un petit groupe de reconnaissance organisé par le shérif, incluant Agnès, dont la sagesse sur la terre pourrait être utile, et Pierre, impatient de faire ses preuves, en suivant les quelques pistes et descriptions de la marque rapportée dans la lettre. Benoît découvrit que le symbole n'était pas seulement un dessin sur le sable, comme le décrivait la légende. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil et sinistre. La marque apparaissait aussi sur les plantes moribondes, un motif presque invisible de déshydratation dans leurs feuilles et tiges, quelque chose que seuls des yeux entraînés comme ceux de Benoît et, étonnamment, ceux d'Agnès, qui voyaient le désert différemment, parvenaient à percevoir. C'était un signe que l'eau était aspirée de bas en haut, pas seulement s'évaporant à cause du soleil. Ce constat fut le premier moment de haute tension. La marque n'était pas seulement un symbole, c'était un symptôme, et ce qui causait le symptôme était inconnu et possiblement dangereux. L'air devint plus dense, chargé non seulement de poussière, mais d'une appréhension palpable. La sécheresse prenait des contours de mystère, de quelque chose de plus sinistre que le simple manque de pluie. Pour Benoît, c'était la confirmation que son passé sombre était intimement lié à ce qui se passait maintenant. La marque le poursuivait, tout comme la culpabilité. Lors d'une expédition initiale pour suivre ces nouveaux signes, la petite caravane menée par Benoît trouva un oasis. Pas un oasis connu, marqué sur des vieilles cartes, mais un endroit qui semblait avoir jailli de nulle part, caché entre des formations rocheuses qui protégeaient ces eaux de l'évaporation implacable. Les palmiers se balançaient doucement comme des sentinelles vertes dans une mer dorée, et l'eau cristalline dans le puits était un miracle qui fit que tous s'arrêtèrent, émerveillés. C'était un endroit de beauté inattendue, un refuge de paix au milieu de l'âpreté. Ce fut là, dans ce sanctuaire improvisé, qu'eut lieu la première rencontre significative entre Benoît et Agnès. Pendant que les autres se reposaient, remplissant leurs gourdes et s'occupant des animaux, Benoît s'éloigna un peu, observant attentivement l'horizon et le sol environnant. Son esprit tentait de concilier l'existence de ce paradis avec les signes de danger qui les avaient amenés là. Agnès s'approcha silencieusement, portant une petite calebasse, récipient. « Pour les yeux fatigués qui essaient de lire ce que le désert cache », dit-elle doucement, lui offrant une infusion d'herbe qui sentait la terre mouillée et quelque chose de doux. C'était une boisson rafraîchissante, qui soulageait la sécheresse de la gorge et semblait éclaircir les pensées. Benoît accepta d'un signe de tête, surpris par sa gentillesse et sa perspicacité. Son geste simple de partager de l'eau et du savoir, l'échange d'un soulagement au milieu de la difficulté, créa le premier lien d'une connexion inattendue, un point de lumière dans l'obscurité de sa solitude. Le deuxième rebondissement vint quand, malgré l'apparente exubérance de l'oasis, Benoît et Agnès remarquèrent les mêmes signes mystérieux des marques. De petites perforations dans le sol, presque imperceptibles, formaient des motifs complexes qui ressemblaient à des constellations, s'étendant depuis les bords du puits. Et sur les feuilles des rares plantes qui n'étaient pas totalement saines, le même motif de déshydratation. Benoît reconnut ces motifs de quelque chose qu'il avait vu des années auparavant, quelque chose qu'il avait cru n'être qu'une anomalie isolée. Mais il garda ce savoir pour lui, une pièce d'un puzzle qui ne s'emboîtait pas encore, mais qui le laissait inquiet. Il se sentait comme un prédateur suivant une piste fraîche, sans savoir quel type de proie l'attendait. À leur retour au village, la situation avait empiré drastiquement. Les puits principaux de Saint-Antoine commençaient à s'assécher inexplicablement vite, bien plus que l'évaporation normale ne justifierait. La panique s'installa parmi les habitants. La foi de certains fut ébranlée. L'espoir devint un murmure, lointain. Des divisions surgirent, ceux qui croyaient aux causes naturelles et demandaient patience et économie, et d'autres qui murmuraient sur d'anciennes malédictions, les esprits du désert enragés, ou pire, le retour des créatures qui, la légende disait, vivre sous le sable. Le shérif Élie,
pressé par l'anxiété croissante, établit un rationnement strict de l'eau, générant des conflits immédiats et des bagarres aux rares points de distribution. L'ordre qu'il chérissait en commençait à s'effriter comme de la terre sèche. Pendant cette période d'anxiété et de peur croissante, Benoît et Agnès commencèrent à travailler ensemble plus intensément. Ils passaient des heures dans la petite cabane de Benoît, ou dans le hangar d'Agnès, étudiant des vieilles cartes qui montraient la géographie de la région avant les grandes sécheresses, les comparant aux motifs des marques qu'ils avaient trouvées. À la lumière tremblante de lampes à huile, avec l'odeur de vieux parchemins, de terre sèche apportée par les bottes et l'arôme doux, des herbes qu'Agnès faisait sécher suspendues, ils échangeaient non seulement des informations, mais aussi des histoires de leur vie. Elle parlait de sa grand-mère, de l'importance de respecter la terre, de comment la nature trouvait toujours un moyen de persister si elle était traitée avec soin. Lui, au début réticent, commença à partager des fragments de son passé, la vie avant de devenir le pisteur solitaire, la tragédie qui le hantait. Elle écoutait avec une patience sereine, sans jugement, juste avec une compréhension silencieuse. Une nuit, tandis qu'il étudiait une carte à la lumière vacillante, elle lui remit une petite amulette, grossièrement sculptée dans le bois d'un arbuste tordu du désert. C'était simple mais fait avec soin. Pour retrouver le chemin, expliqua-t-elle, sa voix douce, ses yeux rencontrant les siens pendant un bref instant. En lui tendant l'objet, ses doigts touchèrent les siens, un contact fugace qui envoya un courant inattendu à travers le corps calleux de Benoît. C'était le deuxième moment crucial dans la construction de la confiance entre eux. Un cadeau significatif qui transcendait l'utilité, un symbole d'espoir au milieu du désespoir. La foi qu'il avait cru perdre semblait vouloir se rallumer avec sa présence. Pendant ce temps, Pierre, le jeune apprenti forgeron, tentait de trouver sa place dans la crise. Il se consacrait à réparer les pompes à eau et les outils, travaillant jusqu'à l'épuisement. Mais il sentait que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de quelque chose de plus grandiose pour prouver sa valeur. Il observait Benoît et Agnès travaillant ensemble, se sentant exclus de ce savoir qui semblait être la clé de tout. Son inquiétude était palpable, un fil de tension secondaire dans l'intrigue principale. Le shérif Élie luttait pour maintenir l'ordre, faisant face à la pénurie croissante et à la peur qui se transformait en colère. Il voyait la situation de Benoît avec un mélange de méfiance et le ténu espoir que le pisteur puisse réellement résoudre le mystère. Il était comme un taureau fatigué, enfonçant ses pieds dans le sable, refusant de céder, mais sentant la force l'abandonner. La recherche des marques continua. Benoît et Agnès, accompagnés maintenant par un petit groupe de volontaires, incluant Pierre et quelques hommes du village, suivirent les motifs subtils qui s'étendaient vers l'ouest, vers une partie du désert considérée comme infranchissable par la plupart. Chaque jour, le paysage devenait plus hostile, les dunes devenaient gigantesques, les roches plus coupantes. La chaleur était accablante pendant la journée, le froid mordant la nuit. L'odeur de sueur, de sable et de peur se mêlait. Chaque pas coûtait le double d'énergie. Les dunes interminables semblaient se multiplier, et bientôt les provisions d'eau et de nourriture commencèrent à manquer dangereusement. Le désert testait leurs limites, les forçant au bord de l'effondrement. Tandis qu'ils suivaient les marques, Benoît commença à remarquer quelque chose de perturbant. Les motifs devenaient plus intenses, plus nombreux, plus ils s'approchaient du cœur du désert. Ce n'était pas une distribution aléatoire. Il semblait y avoir un point central, vers lequel tout convergeait. Ils suivaient un réseau comme les chemins de fourmis ouvrières, mais à une échelle beaucoup plus grande. Benoît se rappela ce qu'il avait vu des années auparavant, le motif isolé, et la pièce du puzzle commença à faire un bruit sinistre dans son esprit. Il réalisa que les marques n'étaient pas seulement des signes, elles étaient des routes de fuite. Quelque chose bougeait sous la terre, forçant les créatures qui faisaient les marques à émerger ou à se déplacer, drainant l'eau dans le processus. La tension atteignit un nouveau pic. Ils ne faisaient pas seulement face à la sécheresse. Ils suivaient quelque chose de vivant et inconnu sous leurs pieds. Le sable sous leurs bottes semblait plus menaçant, cachant des secrets dangereux. Chaque pas était prudent,
Chaque bruit, une alerte. Le groupe se sentait comme une bande de petits animaux acculés, suivant une piste dictée par une force invisible. La peur se mêla à la détermination. Ils ne pouvaient pas revenir maintenant. L'espoir de trouver une solution les poussait, bien que chaque jour cet espoir semble plus ténu. La lumière du jour révélait un désert encore plus implacable. La lumière des étoiles la nuit semblait distante et froide, comme si le ciel lui-même avait abandonné cette terre. Le grand rebondissement qui mena au climax de danger se révéla après des semaines à suivre les marques. Le groupe découvrit que les marques n'étaient pas l'œuvre humaine, ni divine, ni d'esprits ancestraux, mais plutôt le résultat d'un ancien et vaste réseau souterrain de tunnels. Ces tunnels étaient la demeure des créatures qui vivaient sous le sable, adaptées à cet environnement extrême. À la recherche d'eau pour elles, ou peut-être fuyant quelque chose de plus grand, elles drainaient inconsciemment les aquifères superficiels et subsuperficiels qui alimentaient les puits des colonies. La légende de la marque n'était pas une malédiction, mais un signe écologique, un avertissement que le déséquilibre écologique créé par cette obstruction forçait les créatures à chercher de l'eau ailleurs, drainant les puits superficiels. La légende de la marque n'était pas une malédiction, mais un appel à l'aide de la terre elle-même, une carte laissée par ceux qui vivaient sous elle. Lors d'une expédition plus risquée pour cartographier ces tunnels, descendant par une fissure naturelle dans le sol qui semblait mener directement au monde souterrain, une violente et soudaine tempête de sable s'abattit sur la surface. Le ciel devint orange sang, le vent hurlait avec la force de 1000 démons, et le sable se déplaçait en vagues gigantesques qui engloutissaient tout. Le petit groupe qui était dans le sous-sol, incluant Benoît et Agnès, réussit à s'abriter dans une caverne naturelle à l'intérieur du réseau de tunnels, mais le reste du groupe en surface, incluant Pierre, fut dispersé et obligé de retourner au village du mieux possible. Benoît et Agnès se retrouvèrent isolés dans la caverne. La tempête scella l'entrée, transformant le refuge en une prison improvisée. Ils restèrent piégés pendant 3 jours. Le son hypnotique du sable fouettant les parois rocheuses dehors était un rappel constant de leur vulnérabilité. Leur provision diminuait rapidement. La faim et la soif devinrent des compagnes indésirables. Ce fut là, dans l'obscurité oppressante de la caverne, avec la seule lumière venant d'un petit feu de camp fait avec des restes de bois qu'ils purent retrouver, qu'ils partagèrent leurs peurs les plus profondes. Le 3e moment crucial, dans la construction de leur intimité. « J'ai peur que mon savoir meure avec moi », confessa Agnès presque dans un murmure, tandis que la tempête hurlait dehors comme une bête enragée. Chaque plante que je ne parviens pas à sauver, chaque recette que je ne parviens pas à transmettre, emporte avec elle des secrets qui ne reviendront jamais. Je sens que je lutte contre le temps et contre l'oubli. Sa voix, généralement ferme, était teintée de vulnérabilité. Benoît, regardant les flammes du feu de camp qui dansaient sur les parois de la caverne, fit écho à la confession avec sa propre douleur. Et je crains que toutes les pistes que je connais ne me ramènent qu'aux mêmes erreurs. Que peu importe combien je marche ou combien je cherche, je suis destiné à échouer à nouveau, à voir la vie s'évanouir par ma faute. Il révéla la culpabilité qui le hantait, l'histoire de la colonie voisine qu'il avait abandonnée. C'était la première fois qu'il en parlait ouvertement avec quelqu'un. Cette vulnérabilité partagée, l'échange de lourds fardeaux sous la terre, encadré par le son de la tempête et par la lumière tremblante du feu de camp, qui semblait être la seule lumière au monde, c'est là une complicité qui transcendait les circonstances. Ils se virent non seulement comme des partenaires dans la quête, mais comme des âmes blessées, qui trouvaient du réconfort dans la présence l'un de l'autre. La foi de l'un commença à s'appuyer sur l'espoir de l'autre, et ensemble, ils trouvèrent une lumière dans l'obscurité partagée. Ils étaient comme 2 animaux acculés par la tempête, cherchant abri l'un chez l'autre, trouvant force dans l'union. Quand finalement la tempête céda et qu'ils réussirent à enlever les décombres qui bloquaient la sortie, ils découvrirent le plus grave rebondissement. La tempête avait complètement altéré le paysage en surface. Les dunes qui étaient stables auparavant étaient maintenant des montagnes mouvantes de sable. Et, pire, une vaste dune avançait rapidement en direction du village de Saint-Antoine,
menaçant de l'enterrer sous des tonnes de sable. Le danger n'était plus seulement la sécheresse, c'était aussi la terre elle-même se déplaçant contre eux. À ce moment critique, le pisteur prit une décision sacrificielle, le 4e moment crucial dans sa relation avec Agnès et un grand tournant dans l'intrigue. Utilisant son savoir unique sur le comportement des créatures souterraines et les motifs qu'elles formaient, Benoît proposa de dévier complètement de la route sûre vers le village. Au lieu de revenir, il suggéra de suivre le réseau de tunnels plus profondément dans le désert, en direction d'un point qu'il soupçonnait être le centre du réseau, la source principale d'où les créatures se dispersaient. S'il pouvait comprendre le motif des tunnels et l'origine du mouvement des créatures, peut-être pourrait-il trouver la source principale de l'eau qui, d'une certaine manière, était déviée ou bloquée. C'était une route dangereuse. Un pari désespéré, mais si elle réussissait, elle pourrait sauver non seulement Saint-Antoine, mais toutes les colonies de la région menacées par la sécheresse croissante. Agnès n'hésita pas. Elle croyait en Benoît, pas seulement comme pisteur, mais comme homme. Pierre et les autres qui les trouvèrent après la tempête furent choqués par la proposition. Mais le désespoir de la situation et la conviction dans les yeux de Benoît et Agnès les convainquirent de suivre. C'était un acte de foi. Ils placèrent leur vie entre les mains du pisteur reclus, poussés par l'espoir de trouver une lumière au bout de ce tunnel sombre. C'était le dernier obstacle à surmonter avant la résolution potentielle. Un moment de suspense intense. Suivre l'inconnu vers un destin incertain ou revenir vers une ruine presque certaine. Le voyage final fut brutal. Le groupe, mené par Benoît et guidé par les savoirs d'Agnès sur la survie dans le désert, affronta des journées brûlantes où le soleil semblait vouloir les frire vifs et des nuits glaciales où le froid pénétrait jusqu'aux os. L'odeur, de sueur, de sable et de peur se mêlait. Chaque pas coûtait le double d'énergie. Les dunes interminables semblaient se multiplier, et bientôt les provisions d'eau et de nourriture commencèrent à manquer dangereusement. Le désert testait leurs limites, les forçant au bord de l'effondrement. Ce fut alors que Benoît démontra sa capacité la plus précieuse, celle qui le distinguait des autres pisteurs et qu'il avait perfectionnée dans sa solitude. Utilisant des techniques ancestrales, lisant les signes les plus subtils de la terre, il identifia des plantes qui, bien qu'elles semblent mortes en surface, indiquaient une humidité profonde en dessous. Creusant méthodiquement avec les mains et des outils improvisés, il trouva de petites poches d'eau, insuffisantes pour étancher la soif de tous d'un coup, mais assez pour les maintenir en vie, pour mouiller les lèvres gercées, pour humidifier des tissus et soulager la chaleur. C'était une goutte d'espoir dans un océan de désespoir, de petites victoires remportées à un coût très élevé d'énergie et de temps. Agnès, quant à elle, identifiait des plantes comestibles que tous avaient ignorées comme de simples mauvaises herbes, mais qu'elle savait être nutritives. Herbes amères et sèches qui, mâchées lentement, offraient quelques subsistances et, dans certains cas, aidaient à retenir l'humidité dans le corps. Ils étaient comme deux compléments, le pisteur qui trouvait l'eau cachée et la guérisseuse, qui révélait la subsistance dans l'aridité. Ensemble, ils étaient plus forts, leur foi mutuelle alimentant la persévérance. Le paysage changea graduellement. Des dunes infinies qui s'étendaient dans toutes les directions. Ils passèrent à un terrain rocheux et accidenté que personne du groupe ne reconnaissait. Des roches escarpées s'élevaient comme des squelettes géants à l'horizon. Le pisteur, suivant des instincts qu'il ne comprenait pas totalement, guidé par les motifs des marques sur les pierres, les conduisit à une formation rocheuse impressionnante qui ressemblait à un amphithéâtre naturel, un cercle de roches gigantesques avec une ouverture tournée vers le ciel. Au centre de cet amphithéâtre, entouré de pierres anciennes aux inscriptions usées par le temps et par le vent, gisait un puits. C'était un puits sec, si ancien que personne vivant au village ou dans les colonies proches ne pouvait se souvenir de lui fonctionnant. Il semblait une cratère abandonnée, un trou dans la terre qui racontait des histoires d'une époque oubliée. Ceci est plus ancien que nos grands-parents et leurs grands-parents avant eux, murmura Agnès, touchant révérencieusement les inscriptions sur les pierres autour du puits. C'étaient des symboles qu'elle n'avait jamais vus, mais qui émanaient une énergie ancestrale.
C'était l'endroit que Benoît sentait que les marques indiquaient, le cœur du réseau souterrain. Il regarda le puits sec, sentant une étrange résonance, comme s'il regardait le reflet de sa propre âme vidée. Le plus grand rebondissement, vainquant, en inspectant le puits et les tunnels qui convergeaient vers lui, ils découvrirent la vérité sur les créatures souterraines. Elles ne volaient pas l'eau par malice ou parce qu'elles étaient un fléau. Elles fuyaient, fuyant quelque chose de plus grand et de plus menaçant qui vivait dans les profondeurs de la terre. Et les marques, les motifs, n'étaient pas une carte indiquant où l'eau allait, mais plutôt une carte indiquant d'où les créatures venaient et pourquoi. Elles indiquaient ce puits ancestral. Le puits n'était pas seulement sec, il était bloqué, une obstruction colossale, formée au fil des décennies ou peut-être des siècles de sédimentation et d'effondrement souterrain, avait dévié le flux naturel d'un aquifère souterrain massif qui, autrefois, était la source principale de toute l'eau de la région, alimentant non seulement ce puits, mais tous les puits et ruisseaux qui servaient aux colonies. Le déséquilibre écologique, créé par cette obstruction, forçait les créatures à chercher de l'eau ailleurs, drainant les puits superficiels. La légende de la marque n'était pas une malédiction, mais un appel à l'aide de la terre elle-même, une carte laissée par ceux qui vivaient sous elle. Travaillant sans relâche pendant des jours dans l'amphithéâtre rocheux, sous le soleil qui semblait approuver leur lutte et les étoiles qui observaient silencieusement la nuit, le groupe combina ses savoirs. Benoît utilisa sa compréhension des motifs des tunnels pour identifier le point exact de l'obstruction. Pierre, avec sa force d'apprenti forgeron et son ingéniosité, improvisa des outils pour aider à enlever les décombres. Agnès, avec ses remèdes et ses savoirs des plantes, maintenait tout le monde debout, traitant l'épuisement, les blessures légères et la déshydratation. C'était le 5e moment crucial dans la relation entre Benoît et Agnès. Un acte de sacrifice mutuel, de collaboration totale, où chacun mit ses compétences et sa force au service d'un objectif plus grand, cimentant leur lien d'une manière incassable. Ils étaient maintenant véritablement une équipe, unis par l'adversité et par l'espoir qui renaissait. La foi dans le succès de l'entreprise les faisait avancer. La lumière de l'espoir guidait leurs mains calleuses. Le travail était excruciating. Chaque pierre enlevée semblait peser une tonne. La poussière s'élevait en nuages suffocants. Le bruit des outils résonnait dans les roches. Il y eut des moments de désespoir, d'envie d'abandonner. Mais la vision de la dune avançant vers le village, la pensée d'Agnès et des autres qui attendaient, et le poids de la culpabilité de Benoît, les poussaient. Le shérif Élie et quelques hommes du village tentèrent de ralentir l'avance de la dune avec des barrières improvisées. Une lutte vaine qui achetait un temps précieux pour le groupe au puits. L'intrigue secondaire du shérif et de Pierre s'entrelace ici. Pierre, qui était revenu blessé de la tempête, dirigeait maintenant la construction des barrières, prouvant sa valeur par l'action désespérée, trouvant sa propre lumière. Dans l'obscurité qui approchait, le moment final de haute tension arriva quand, après des jours de travail acharné, ils sentirent une vibration dans la terre. Le son de l'eau coulant en grande quantité commença à parvenir à leurs oreilles, faible au début, puis de plus en plus fort, un rugissement lointain dans les profondeurs de la terre. Ils savaient qu'ils étaient proches de l'obstruction, mais la vibration semblait aussi agiter quelque chose dans les profondeurs. Les marques sur les roches autour du puits semblèrent briller subtilement dans la faible lumière de l'aube, et le son des créatures souterraines se déplaçant devint plus clair, plus proche. Ils étaient sur le point de débloquer l'eau, mais qu'arriverait-il quand ils le feraient? Les créatures fuiraient-elles? Ou quoi que ce soit qui les chassait viendrait-il aussi à la surface? C'était un mystère final avant la résolution, un suspense qui coupait le souffle. La foi dans le succès était mise à l'épreuve par la peur de l'inconnu. Alors, avec un bruit assourdissant de roches se déplaçant et d'eau jaillissant, l'obstruction céda. La première goutte d'eau émergea du puits renouvelé. Une seule goutte, sombre contre la pierre sèche, puis une autre, et une autre, se transformant graduellement en un filet fin, puis en un courant cristallin, jusqu'à ce que finalement, avec un rugissement glorieux qui résonna à travers les roches, un énorme volume d'eau pure et fraîche commença à jaillir du puits, le remplissant rapidement.
l'eau déborda dans les tunnels, inversant le flux qui drainait auparavant les puits superficiels, poussant les créatures de retour dans les profondeurs ou vers d'autres routes sûres. Que l'eau nouvellement libérée créerait, comme si la terre elle-même avait soupiré de soulagement, libérant une vie qui avait été emprisonnée. La lumière du soleil matinal se reflétait dans l'eau limpide, un spectacle éblouissant de renouveau. Quand l'eau atteignit un niveau stable, jaillissant avec une force constante qui promettait la vie à toute la région, Benoît et Agnès se retrouvèrent côte à côte, épuisés, sales, mais transformés par le voyage. Leurs mains, calleuses et éraflées, se rencontrèrent brièvement sur la pierre humide au bord du puits, non plus les mains d'étrangers unis par la nécessité, mais de partenaires qui avaient affronté l'impossible ensemble. L'étincelle, qui avait surgi entre eux dans la caverne sous la tempête, était maintenant devenue une flamme forte, alimentée par la foi mutuelle et par l'espoir partagé. Certaines pistes doivent être redécouvertes à chaque génération. Et Agnès, sa voix étranglée par l'émotion, ses yeux rencontrant ceux de Benoît avec une profondeur qui en disait plus que des mots. Tout comme certains puits doivent être désobstrués pour que l'eau coule à nouveau. La métaphore de la piste et du puits maintenant englobait non seulement la terre, mais aussi les âmes. Ils étaient comme des rivières qui avaient trouvé leur chemin vers le mer, surmontant les obstacles et trouvant leur destin l'un dans l'autre. Avec l'eau jaillissant du puits ancestral, ils savaient que la sécheresse à Saint-Antoine et dans les colonies voisines prendrait fin. L'eau mettrait des jours ou des semaines pour parcourir le réseau souterrain et réapprovisionner les puits. Mais la source avait été trouvée, la cause du problème résolu. La grande dune, privée de la raison du mouvement des créatures et de l'eau qui la rendait instable, diminuerait sa vitesse, et les barrières érigées, conjointement avec le changement dans le flux de l'eau souterraine, seraient suffisantes pour protéger le village. Benoît n'était plus le pisteur solitaire hanté par la culpabilité. Son voyage l'avait transformé. Il avait confronté ses peurs, assumé la responsabilité et, ce faisant, il trouva non seulement la rédemption, mais aussi un nouveau but. Sa relation avec Agnès fleurit. Ils continuèrent à travailler ensemble, elle lui enseignant davantage sur les plantes du désert, lui partageant ses savoirs sur la terre et ses secrets. La foi qu'il avait perdue, il la retrouva dans ses yeux, dans la résilience de la terre et dans la force qu'ils découvrirent ensemble. L'espoir devint un puits inépuisable dans leur cœur. La lumière de leurs esprits, autrefois éteinte, maintenant brillait intensément, éclairant le chemin vers un futur incertain mais plein de possibilités. Ils étaient comme deux arbres qui, après avoir supporté la sécheresse, trouvent finalement de l'eau et entrelaçant leurs racines pour grandir ensemble, cherchant la lumière du soleil. Pierre, le jeune apprenti forgeron, trouva la reconnaissance qu'il cherchait tant dans le courage qu'il démontra en affrontant la tempête et dans la détermination à protéger le village. Il apprit que la valeur n'était pas seulement dans les exploits grandioses, mais dans la persévérance quotidienne et la capacité d'aider. Le shérif Élie vit sa foi en l'ordre restauré et apprit que, parfois, la solution n'était pas dans les règles claires et la force, mais dans le savoir ancestral et l'union de personnes différentes. Le désert, autrefois vu seulement comme un ennemi implacable, se révéla complexe et plein de vies cachées. Les créatures souterraines n'étaient qu'une partie d'un écosystème délicat qui, lorsqu'il était déséquilibré, affectait tout en surface. La légende de la marque cessa d'être un conte effrayant pour devenir une leçon sur l'interconnexion de toutes choses. Saint-Antoine, avec ses puits pleins et la menace de la dune écartée, commença à respirer à nouveau. La vie recommença à pulser avec plus de force dans le saloon, dans les maisons, dans les champs maintenant viables. L'odeur de poussière était toujours là, mélangée maintenant à l'odeur de terre humide et l'arôme doux de fleurs du désert qui éclosaient après l'arrivée de l'eau. La dureté de la terre continuait, mais l'espoir et la foi avaient créé des racines profondes, comme celles d'un vieux cactus. Benoît et Agnès, côte à côte, observaient le coucher de soleil peignant le ciel. Non plus un présage de chaleur, implacable, mais une promesse d'un jour de plus gagné. Le désert continuait vaste et mystérieux, mais maintenant ils savaient qu'il gardait aussi des secrets de vie et de renouveau. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurisse
Dans votre désert,